Voici la carte militaire du 17 mars 2025 et on va commencer par une frappe ukrainienne sur un dépôt de pétrole russe à Tuapse ici, donc à l'est de la Crimée. Cela a fait un incendie notable mais qui a été très vite arrêté par les autorités de l'oblast de Krasnodar. À l'est de Ternopil, on a une attaque de missiles russes sur des infrastructures énergétiques ukrainiennes. Je ne connais pas vraiment l'ampleur des dégâts, mais apparemment les dégâts auraient été notables, mais ça reste à confirmer. Maintenant, concernant le front sur l'oblast de Kherson, des rumeurs persistantes disent qu'il y a des forces russes qui s'agglutinent ici pour reprendre Kherson, la ville de Kherson. Alors nous verrons bien. Pour l'instant, ce sont que des rumeurs persistantes, mais si ça fait comme Zaporozhye, eh bien, je pense que ce sera bientôt réel. Alors sur Zaporozhye, justement, ça fait des semaines que je vous dis qu'il y a des forces russes qui s'agglutinent ici. Eh bien, ça y est, ces forces russes qui s'agglutinaient ici. Donc on fait une attaque vers Stepove. Ils ont lancé l'attaque, je ne connais pas pour l'instant le résultat de cette attaque, nous verrons bien. Mais ça fait des semaines que je vous dis qu'il y a des préparations ici. Donc apparemment, ce serait vrai. Maintenant, pour l'oblast de Donetsk, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu une avancée russe importante là dans la zone de Velika Novosilka. Là, vous pouvez voir la mine de lithium de Shevchenko qui ne tourne plus depuis longtemps. Les Russes, évidemment, vont s'en emparer. Mais en attendant, là, vous voyez l'épingle rouge qui vous donne la direction des forces russes, ainsi que la flèche bleue d'avancement stratégique. Et là, apparemment, ils vont s'occuper du chapelet des petites villes qui sont là. Donc apparemment, ils se dirigent vers le chapelet. Donc, moi, je pense quand même qu'ils vont à un moment donné aller vers Shevchenko tout en s'occupant du chapelet de petites villes. Ce n'est que mon avis, mais je ne crois pas qu'ils vont laisser tomber Shevchenko comme ça. C'est une mine de lithium importante. Mais bon, bref, nous verrons ce qu'ils font exactement. Là, on a un petit chaudron qui s'est refermé, donc c'était à l'ouest de Kulakovo pour vous situer, mais on va plutôt maintenant parler de la zone d'Andrievka, parce que Kulakovo, ça commence à être un peu loin. Donc c'est Andrievka, donc là, ça y est, le chaudron est refermé, il resterait encore quelques forces ukrainiennes ici, alors il faut espérer qu'ils se rendent. Car s'ils ne se rendent pas, ils seront tués comme d'habitude. Donc là, les Russes ont fait une assez bonne avancée ici et une grosse avancée ici. Comme vous pouvez le voir, là, il y a vraiment une avancée vraiment importante. Donc là, ça devient sérieux. Par contre, il n'y avait pas vraiment de résistance ici. C'est pour ça qu'ils ont vraiment avancé. Alors maintenant, dans la zone de Paklovsk, d'abord, pour ceux qui me suivent pour la première fois, les trois villes qui sont entourées de cercles jaunes, donc Selidovo, Pichani et Oudachny, avec un CH. CH veut dire charbon, parce que c'est des mines de charbon de haute qualité qui permettaient à l'Ukraine de faire de la sidérurgie. Sidérurgie qui est maintenant interdite pour l'Ukraine, puisqu'elle n'a plus accès à ces mines de charbon de haute qualité. Alors sur Paklovsk, c'est très intéressant puisque la semaine dernière, il y avait des avancées ukrainiennes ici. Je vous avais dit que nous verrons bien si c'est une des deux options qui va être prise, c'est-à-dire si c'est l'option 1, c'est-à-dire celle où il se passe toujours la même chose, c'est-à-dire que les Russes reculent, les Ukrainiens avancent, ils se font exterminer et les Russes reviennent. Donc c'est la méthode classique dite de Soulovikhin, donc qui fait partie de la guerre d'attrition classique. Les Russes font toujours ça, les Ukrainiens tombent systématiquement dans le panneau, et depuis plus de 2 ans et demi, c'est toujours comme ça. Bref, et je vous avais dit, la deuxième option, c'est que pour une fois, peut-être que les Ukrainiens vont réussir à conserver leur avance. Bon, évidemment, il s'est passé l'option 1
comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils se sont fait massacrer, ils sont tombés dans le panneau comme d'habitude, hein, c'est presque pavlovien, j'ai envie de vous dire, du côté de l'armée ukrainienne. C'est comme si qu'ils avaient démarré la guerre avec la Russie hier et qui venaient de découvrir comment fonctionnaient les forces russes. Donc ils n'apprennent jamais rien, ils font toujours les mêmes erreurs. Mais ont-ils le choix? Parce que comme à chaque fois qu'ils font des petites avancées, bah, c'est des avancées de communication qui n'ont strictement aucun intérêt militaire, qui sont totalement inutiles et qui ne servent qu'à la communication pour dire regardez, nous les Ukrainiens, on se bat encore. Ça n'a aucun intérêt, c'est complètement ridicule, c'est malheureux pour les pauvres soldats ukrainiens, mais c'est comme ça. Bref, donc les Russes ont avancé au final, ils les ont exterminés, ils ont avancé, donc les Russes ont repris du terrain et maintenant ils s'approchent dangereusement de Pakrovsk même, hein, donc là ils sont très très près. Voilà, ça c'est l'avancée russe. Alors là, il y a une toute petite avancée russe, mais bon, je l'ai noté parce que je l'ai lu dans un rapport, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Ah, Toretsk. Alors là, Toretsk, il y a des choses à dire. Alors, Toretsk, là, les Ukrainiens ont pu faire une avancée importante sur Toretsk. Ils ont avancé, hein, ils ont réussi à avancer. Comme alors, ça a dû être des semaines de préparation parce que, d'après les rapports russes que j'ai lus, il y a une grosse force ukrainienne avec ce qu'il y a de mieux en matériel et apparemment les meilleures brigades ukrainiennes qui ont voulu absolument reprendre Toretsk. Donc ils ont lâché tout tout ce qu'ils avaient sous la main, ils l'ont envoyé sur ce coin-là. Les Russes, même s'ils avaient un petit peu consolidé depuis le temps qu'ils étaient là, les forces russes n'étaient pas très puissamment armées ici, très puissamment fortifiées. Donc les Russes ont reculé, ils ont laissé la place aux Ukrainiens. Les Ukrainiens ont fait cette avancée, donc ça c'était les lignes de la semaine dernière. Les Ukrainiens, vous voyez, les avancées ukrainiennes en bleu là, se sont incrustés dans ce côté-là de la ville et ils ont fait vraiment des percées importantes. Là, au moment où je vous parle, la carte n'est plus exacte parce que ça, c'était au moment où les Ukrainiens ont fait leur percée. Là, au moment où je vous parle, les Russes ont repris une bonne partie de ce qu'ils avaient perdu. Donc ça fait comme d'habitude, ils avancent. Là, ils ont quand même plus résisté que d'habitude, hein. Là, le coup de Paklovsk que je vous ai montré, ils ont résisté, allez, une journée et demie. Là, apparemment, ça fait 2 3 jours qu'ils sont assez bien incrustés. Les Russes ont eu un peu de mal quand même à les repousser. Il faut noter que les Russes n'ont pas réussi à repousser complètement les forces ukrainiennes qui se sont incrustées dans les immeubles. Donc voilà, les Russes peinent un petit peu à récupérer le 100%, je dis bien 100% de ce qu'ils ont perdu. Vous savez que sur le front, un front n'est jamais statique, c'est très fluide, il y a des avancées, il y a de la reculade, il y a des avancées, c'est jamais statique un front, bien sûr. Alors là, je vous montre le plus mauvais jour côté russe, c'est-à-dire la plus grande avancée ukrainienne, le pic de leur avancée. Encore une fois, j'insiste, au 17 mars, les Russes ont repris, allez, je dirais, d'après tout ce que j'ai lu, ils ont dû reprendre environ 40%, 40% de tout cela. Donc on va dire que les Russes en réalité sont là et que la ligne de front elle est là. Pareil, la ligne de front elle doit être ici en réalité maintenant, au moment où je vous parle au 17 mars, puisque les rapports des blogueurs russes sont formels. Les Russes ont repris une grosse partie de ce qu'ils avaient perdu. En tous les cas, là par contre, c'est une opération qui a été bien préparée. Les Ukrainiens ont bien joué. Ils savaient que les Russes, de toute manière, sur cette portion-là, nord était la plus faible. C'est côté sud que les Russes sont les plus forts. C'est pour ça que les Russes avaient avancé comme ça.
comme ça, pour essayer d'entourer la ville de Toletsk par la gauche, par le revers, par le flanc gauche. Donc ils savaient qu'ici c'était le plus faible. Donc là, bien joué côté ukrainien. Évidemment, c'est complètement inutile et ça ne fait que des morts, ça ne fera que des morts, avec très peu de morts côté russe, comme d'habitude. Ça n'a aucun intérêt militaire, mais bon, c'est comme ça. Alors regardez ce qu'ont fait les Russes, parce que les Russes, quand ils ont vu que les Ukrainiens arrivaient, il y a eu un ordre de retrait, pour faire comme leur stratagème habituel, et ça fonctionne, parce que évidemment, je vous ai dit, ils ont repris, on va dire, entre 30 et 40% déjà, donc ça s'est fait très rapidement. Mais regardez ce qu'ont fait les Russes. Regardez l'avancée qu'ils ont faite ici. Gigantesque. Gigantesque. Donc là, ce qui va se passer, c'est que là, les Russes vont avancer ici, certainement. Là, c'est moi qui suppute, hein. Ils vont avancer vers le sud comme ça. Ils vont avancer vers le nord comme ça. Et ils vont prendre en tenaille les forces ukrainiennes qui se sont agglutinées ici. Voilà. Et qui se sont un petit peu enterrées ici, d'ailleurs. Donc, vous voyez l'énorme avancée russe sur Toletsk, ici au nord. Énorme. C'est la première fois que je vois ça dans la région de Toletsk. Donc une avancée colossale. En moins d'une semaine, en quelques jours, hein. Donc je suppose que les Russes vont les prendre en tenaille côté flanc gauche, côté flanc droit. Et quand ils auront fini, évidemment, ils vont, là c'est pour ça que j'ai mis la flèche d'avancée stratégique, ils vont aller vers Kostiatinivka, bien évidemment. Alors, là, maintenant, on va voir Chassivial. Alors maintenant, voyons voir Chassivial. Donc Chassivial, il y a eu une avancée russe, donc par le sud, donc une avancée, on va dire, notable, rien d'extraordinaire. Alors évidemment, là, ça montre que les Russes veulent aller vers Kostiatinivka, ce qui est absolument logique concernant Chassivial, et ensuite remonter pour prendre le chapelet de ville qui va remonter vers Kramatorsk. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs flèches d'avancée stratégique russe. Donc apparemment, ils vont prendre Kramatorsk de plusieurs côtés. Et pourquoi je vous dis ça? Regardez l'avancée là, au nord de Chassivial. Une avancée absolument énorme. Une avancée vers Kramatorsk. Alors pourquoi je vous ai mis un point d'interrogation? Parce que j'en suis pas sûr. Il est possible que pour définitivement prendre Chassivial, qui résiste, hein, il y a énormément de forces ukrainiennes qui défendent Chassivial. Chassivial, c'est comme Paklovsk pour les Ukrainiens, c'est-à-dire c'est un endroit absolument stratégique. Donc il y a énormément de forces ukrainiennes ici, comme je vous le dis chaque semaine. Alors point d'interrogation, alors je sais pas, vont-ils se diriger directement sur Kramatorsk ou vont-ils plutôt se la jouer, on va dire, dans la sagesse militaire, ce que moi je ferais si j'étais le général, c'est-à-dire je fondrais, piquerais par le sud pour complètement prendre Chassivial et ensuite que toutes les forces armées regroupées ici prennent Kostiatinivka et pour remonter. C'est comme ça que je ferais moi. Comme ça permettrait de prendre les forces armées ukrainiennes en tenaille, donc par le nord et par le sud. Bon, maintenant on verra, c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Là par contre, la flèche bleue, c'est une supputation, nous verrons bien. Sur Siversk, donc sur Siversk, toujours beaucoup de forces armées russes ici. À mon avis, ça va pas tarder parce que d'après ce que j'ai lu des rapports russes, là ça se prépare pour une offensive réelle sur Siversk. Bon, alors évidemment on peut parier, mais bon, si on pariait, moi je dirais que la semaine prochaine il se lance sur Siversk. Voilà, mais ça ne reste que mon avis.
Alors quand je dis ils vont se lancer sur Sivels, ils vont d'abord prendre les deux villes ici et ensuite fondre sur Sivels. Ça ne reste que mon avis, mais ils peuvent pas rester là éternellement. À mon avis, je pense que ça va faire exactement comme Zapalojé, où je vous disais que ça faisait des semaines et des semaines qu'ils agglutinaient des forces. À un moment donné, faut bien qu'ils avancent et qu'ils fassent quelque chose, hein, bien sûr. Par contre, je ne dirais pas la même chose de Krasny Liman ici. Là, ça reste très très statique. Là, les Russes sont vraiment en défensive. Pareil ici, les Russes, à un moment donné, ils montraient des velléités de se diriger ici, dans cette direction-là, mais ça fait quand même quelques temps que c'est vraiment statique. Alors sur Kupiansk, il ne s'est pas passé grand-chose. Sur Lipsy, Volchansk, il ne s'est rien passé. C'est surtout sur Kursk, bien évidemment, qu'il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Alors sur Kursk, vous voyez les avancées russes. Là, c'est les lignes de la semaine dernière. Énorme avancée russe. Donc Souja a été prise. Donc cette énorme avancée russe par rapport à la semaine dernière a été rendue possible grâce à un exploit russe, j'ai envie de vous dire. Donc c'est un gazoduc qui a été utilisé et cela a quand même pris 3 semaines de préparation par les Russes, donc pour vider déjà le gaz, préparer les hommes, leur donner l'équipement adéquat, donc affiner la stratégie. Tout a été parfaitement pensé. Donc moi j'ai vu les vidéos de la préparation, donc c'était le chef qui disait aux soldats bah, ce qu'ils allaient faire. Je l'ai vu sur Telegram, une petite vidéo de quelques dizaines de secondes, très intéressante d'ailleurs. En tous les cas, bref, donc les Russes ont pris les forces ukrainiennes par l'arrière et par surprise. Alors, donc ça s'est fait ici et ça a fait une débandade côté forces armées ukrainiennes qui ont été complètement surpris et à partir de là, tout s'est effondré. Bon, attention, c'était déjà sur le point de s'effondrer, bien entendu, hein. Là, c'était sur le fil du rasoir. Ça, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, j'ai envie de vous dire, hein. Donc, c'était sur le point de s'effondrer. Ça a terminé l'effondrement. Voilà, on peut imaginer cela comme ça. Donc là, les forces ukrainiennes ont battu en retraite, en panique, à pied. Ils ont laissé tout le matériel sur place. Donc je suppose que là, les Russes vont en profiter. Mais en tous les cas, ils ne pouvaient pas prendre leurs véhicules parce que la route est jonchée de véhicules de l'OTAN, véhicules blindés, tanks, véhicules de particuliers. Il y a des trous partout à cause des bombes planantes, des missiles, etc., etc. Donc j'ai vu les images et d'ailleurs je vous les ai montrées la semaine dernière. C'est absolument terrible. Donc cette route principale n'est pas unique. Il y a eu une autre route secondaire, mais toute petite, absolument pas faite pour des véhicules blindés. Et donc, bref, et comme un véhicule de particulier ou un véhicule blindé bah, est une cible parfaite, eh bien, ils ont préféré partir à pied pour la grande majorité d'entre eux. Donc, c'est une débâcle, une débandade absolument gigantesque. Et là, comme vous pouvez le voir, la carte ici, en réalité, n'est pas complètement à jour, puisque apparemment, Gorolevka a été prise par les Russes au moment où je vous parle. Donc elle n'est pas complètement, complètement à jour cette carte-là. Mais bon, quasiment, hein, voilà, vous voyez là les deux poches qui restent, donc celle principale ici et celle ici. Voilà. Mais encore une fois, la carte n'est pas tout à fait exacte puisque au moment où je vous parle, les Russes ont repris encore du terrain. Je pense que vous pouvez enlever encore 20 à 30%. En réalité, les Russes doivent être ici et les Russes doivent être ici, je pense. Voilà. Donc là, les forces russes ont fait une avancée colossale, ce qui a permis, comme je le disais la semaine dernière, de dire
que Koursk est tombé, donc ça y est, c'est fini pour Koursk. Et là, vous pouvez voir qu'il y a des symboles bleus. Les symboles bleus, c'est pour dire que il y a 4 endroits où les Russes sont en Ukraine. Ça, c'est des endroits qui montrent que les Russes sont en Ukraine, ici, là. Vous voyez? La frontière, c'est ça, là. Vous voyez, la frontière, c'est ça. Donc là, les Russes sont dans 4 endroits en Ukraine. Alors maintenant, vont-ils aller jusqu'à Soumy, jusqu'à la ville de Soumy, qui est ici? Je ne le sais pas. Ça me paraît gros quand même. Mais bon, bref, voilà. Donc deux grosses avancées russes, ici et ici. Kursk est tombé, voilà. C'était Kursk est tombé il y a quelques jours. En tous les cas, c'est un énorme coup dur pour l'Ukraine. Enfin, une dernière information concernant l'armement. Donc là, les Ukrainiens viennent de recevoir une livraison de bombes à roquettes. Donc ce sont des bombes qui s'appellent GLS-DB. Ce sont des bombes qui sont dotées d'une roquette, donc lancée d'un camion. Alors c'est des roquettes de type M26. Alors ils peuvent être lancés soit d'un camion spécifique MLRS, soit d'un camion HIMARS. En tous les cas, voilà, ces bombes fabriquées par Boeing ont une portée maximale de 150 km avec une portée opérationnelle réelle de 120 km. Alors c'est vraiment très spécial, hein. Il n'y a que les Américains qui ont ça. Mettre une roquette sur une bombe et envoyer ça d'un camion, fallait y penser quand même. Mais bon, bref, alors pourquoi les Américains ont donné ces bombes GLS-DB? Bah, c'est parce que c'est de la seconde génération. Les premières roquettes bombes qui ont été données à l'Ukraine n'étaient pas efficaces parce qu'elles étaient trop sensibles au brouillage russe. Là, ces nouvelles bombes GLS-DB sont soi-disant, d'après ce que disent les Américains, beaucoup moins sensibles au brouillage russe. Donc on verra comment ça fonctionne, si c'est bien ou pas pour les Ukrainiens. Alors, autre raison pour laquelle les Américains ont donné ces bombes GLS-DB, c'est parce que les Ukrainiens n'ont plus d'attaque MS. Alors, bon, ça remplace pas les attaques MS parce que les bombes GLS-DB ont une charge explosive d'environ 16 à 17 kg, comparé aux environ 240 kg de charge explosive d'un attaque MS. Bon, c'est ridicule, hein, et sans compter qu'en plus un attaque MS a une portée d'environ 300 km. Donc, bref, bon, c'est ce qu'ils ont donné en remplacement des attaques MS. Mais bon, vous imaginez bien qu'avec des bombes GLS-DB, les Ukrainiens iront pas très loin non plus. Mais bon, voilà, c'était la dernière nouvelle armement concernant l'Ukraine. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire au 17 mars 2025. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement. N'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Et toujours, soyez curieux.